Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tout ce qu'on prend, l'émission dédiée à la diffusion de la connaissance et à la compréhension de notre monde. J'espère que vous allez bien ce soir, en tout cas moi ça va nickel. Je suis toujours très content de faire cette émission avec vous, avec le chat. Merci à Le Geek pour ton host du stream. Bienvenue à tous, n'hésitez pas, installez-vous tranquillement sur le chat, venez discuter entre vous. Et n'hésitez pas comme d'habitude à interagir avec vous-même et aussi avec les autres viewers et aussi avec moi, venir me poser des questions, mais surtout pas à moi, mais surtout à notre invité plutôt, qui sera là ce soir pour nous parler vous l'avez vu sans doute dans le titre, Augusta Degerine Klumke. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet pour ce soir, merci Corentin Buty pour ton host avec les 6 viewers, merci beaucoup. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux viewers de Corentin. Installez-vous très confortablement. Si vous ne le savez pas, vous êtes dans l'émission Tout ce qu'on prend, une émission dédiée à la diffusion de la connaissance et à la compréhension de notre monde. Bienvenue à tous, installez-vous, venez discuter entre vous, avec vous et avec moi pour ce début d'émission où je vais un petit peu parler de mon côté de l'actu, on va dire, du projet, de ce qui s'est passé depuis une semaine. En réalité, pas des masses de choses de mon côté. Comme vous l'avez pu le voir, il y a eu quelques petits changements. Maintenant, on a un timer, par exemple. On a aussi, depuis la dernière fois, eu les 15 abonnés nécessaires pour pouvoir débloquer une nouvelle émoticône. Donc la semaine dernière, j'ai travaillé sur de nouvelles émoticônes. J'ai remplacé en fait les émoticônes qu'il y avait sur les éléments et j'en ai mis des nouvelles, où on voit ma gueule. Donc voilà, quelque chose de très très narcissique, hein, comme ce que font la plupart des streamers. On va commencer avec ça. Sans doute que les éléments reviendront dans les émoticônes, parce que les éléments, c'est quand même des piliers, des choses très intéressantes, des choses, on va dire, fondamentales pour un chimiste et même dans la science en général. Donc voilà, si vous êtes abonné, vous pouvez utiliser les émoticônes que vous pouvez voir actuellement dans le chat. Je le rappelle, l'abonnement n'est évidemment pas obligatoire, c'est seulement si vous êtes d'une extrême générosité et que vous voulez soutenir d'un point de vue financier le projet, que vous voulez le voir s'améliorer d'un point de vue qualitatif, aussi bien de la qualité de la forme comme le son, l'image, tout ça, mais aussi la qualité du fond, qui est aussi très important, puisque peut-être qu'avec plus de moyens, je pourrais éventuellement faire venir plus de personnes également, puisque avec plus d'ampleur, vous le savez, on peut plus facilement convaincre des gens de venir. J'ai notamment l'idée, si vraiment le concept de l'émission marche bien, de pouvoir financer, rémunérer les invités qui viennent là, parce que pour le moment, je suis le seul à toucher l'argent de vos abonnements, par exemple. Mais c'est vrai que si je le pouvais, et que dans un univers, on va dire, dans un univers un peu fou, je dirais, j'aimerais bien à l'avenir éventuellement récompenser, rémunérer aussi mes invités qui font un effort quand même, un travail de vulgarisation, ne serait-ce que pour préparer une présentation PowerPoint et venir une soirée discuter de leur projet. Et la qualité quantitative, là on en discutera après. L'horreur, ces streamers qui s'affichent sur leurs émotes, et oui, n'est-ce pas Corentin Buty, l'hôpital qui se fout de la charité, j'ai envie de dire. Bonjour le collectif Conscience, et bonjour Mazu aussi, je vois et bonjour Tagazin, vous êtes ici, merci à vous d'être présents pour ce live ce soir. Vous êtes encore 18 spectateurs, donc c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, alors l'abonnement évidemment c'est complètement facultatif. Si vous voulez me soutenir, la meilleure manière sinon, et que vous n'avez pas forcément les moyens, c'est de parler de l'émission autour de vous, d'en parler sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux qui sont affichés au-dessus. Voilà, c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir, je pense, parce que ça ne vous coûte pas grand-chose et moi ça m'aide énormément, et c'est comme ça que l'émission peut progresser et toucher davantage de monde et du coup remplir son objectif. Ok, donc ça c'était pour la petite partie, on va dire
sur les réseaux. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence et depuis la semaine dernière d'avoir aussi partagé les choses que j'ai pu mettre, notamment la dernière rediffusion qui a été sur YouTube. Je le rappelle, YouTube ici Robin pour voir les rediffusions des émissions. Il faut aussi que je vous rappelle l'existence d'un Discord qui existe, qui s'appelle PogScience, le Discord dont le lien d'invitation est disponible en dessous de ce lecteur vidéo. Vous avez un lien Discord, un bouton Discord, et sinon il y est également dans le chat. Merci à Brusicor de le rappeler, le lien vers le Discord. C'est un Discord communautaire pour tous les gens qui aiment les lives de vulgarisation scientifique, et ça ne comprend pas seulement mes annonces et mes projets de live, mais aussi ceux du collectif Conscience et de Corentin Buty qui sont eux-mêmes dans le chat ce soir. Et donc ça vous permet de voir toutes les initiatives de live, de vulgarisation qui sont faites. Enfin, on essaye de rassembler les gens qui font ça pour faire un seul Discord et vous tenir au courant de ce qui se passe sur le Twitch game de la vulgarisation, ou le YouTube game éventuellement aussi, s'il y a des lives YouTube. Voilà, je vois aussi que ça parle du live sketching, et bien effectivement c'est le point où je voulais en venir. Comme d'habitude, cette soirée est live sketchée, c'est-à-dire qu'il y aura un dessin réalisé pendant la conférence. Ce dessin sera fait toujours par notre maître dessinateur qui est ce soir avec nous présent. Donc Samuel, merci à toi encore une fois d'être présent ce soir pour nous faire rêver avec ces dessins somptueux. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ce que tu fais en tout cas. Samuel, déjà, si tu es là, comment ça va? Déjà, bonsoir. Salut, ça va? Est-ce que tu es toujours content d'être ici? Toujours super content, bien sûr. C'est le rendez-vous du lundi soir qui est vraiment devenu un peu une habitude et qui me fait vraiment plaisir de continuer ça. Ok. Ah, attends, excuse-moi, je t'avais malheureusement muté, j'avais pas désactivé le son, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Ah, technique, c'est bon, les gens t'entendent normalement maintenant. Ouais, et je disais que ça me faisait beaucoup plaisir de venir faire ces live sketching tous les lundis soirs. Donc c'est super cool. Et si les gens en plus apprécient, là je suis au top. C'est vraiment sympa. Ok, super, merci pour ton retour. J'espère que ce soir, tu apprécieras effectivement comme d'habitude et que tu auras de l'inspiration pour nous faire un super dessin. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat. Bienvenue à... Il y a des noms que je connais moins, Will Orgama ou même Altiriu ou Neotaxi. Merci, bienvenue à tous. Et installez-vous confortablement sur le chat. Venez discuter. Alors justement, en parlant de la communauté, en parlant de vous, j'ai oublié, je vais le faire très rapidement, de remercier les dernières personnes qui ont follow la chaîne depuis la semaine dernière. Je vais pas rappeler tous les follow qu'il y a eu à l'émission d'avant, mais juste les tout derniers que j'ai là disponibles sur mon historique. Donc merci à Toasty Poulette, à Ringo C Game, à Neotaxi, et je remercie également aux deux hosts de Le Geek et de Corentin Buty. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler du sujet du jour, du sujet de cette conférence, la conférence de ce soir, qui porte sur une femme, Augusta Degerine Klumke, qui est une femme très particulière puisqu'elle a contribué énormément au champ des neurosciences, et on va voir en quoi et pourquoi. Et elle est, il me semble, une des premières femmes à avoir eu une thèse, il me semble, en médecine. Enfin, notre invité du soir nous confirmera ça, ou l'infirmera, en fonction de si je raconte des bêtises ou pas. En tout cas, cette femme a fait des travaux assez fantastiques dans son champ disciplinaire, et aussi est un symbole, je pense, pour toutes les femmes, puisque c'est une femme de science qui a vraiment contribué au champ disciplinaire, comme je le disais, et qui marque, je pense, qui est assez inspirante, surtout qu'en plus, je fais un peu de la récupération, puisque hier c'était la journée de la femme, et il s'avère qu'aujourd'hui on fait une conférence sur une femme, et en fait, sachez-le, c'est une coïncidence, une pure coïncidence, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout prévu à la base que d'avoir justement une invitée qui vienne nous présenter cette femme-là, et ça tombe vraiment au hasard. Donc,
tant mieux, j'ai envie de dire, si on peut faire de la récupération médiatique, mais ce n'était pas voulu. Autre petite anecdote aussi, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, nous sommes une semaine exactement avant la semaine du cerveau. Et oui, c'est la semaine prochaine, la semaine du cerveau apparemment. Et pendant cette semaine-là, eh bien, non, qu'est-ce que je dis oui, aujourd'hui, du coup, on va aussi parler de neurosciences, donc beaucoup de liens avec le cerveau. Et ça aussi, c'est une coïncidence, donc on est doublement dans le sujet, dans l'actualité, c'est incroyable. Mec, j'ai une question, tu te crois drôle? Ouais, j'essaye, ouais. J'essaye, en tout cas, moi je mange pas trop de pain en ce moment. Mais si tu as faim et que tu aimes le pain, hésite pas à en prendre, à en manger tout de suite ou un peu plus tard. Peut-être que ça calmera tes ardeurs. Bonsoir sur au noir. En tout cas, moi je vous propose qu'on commence le live, commence à inviter, plutôt à accueillir notre invité. Et malheureusement, j'étais en train de meubler depuis tout à l'heure parce que j'essaye d'inviter notre invité dans la conversation Skype que j'ai avec elle. Et j'ai quelques petits soucis techniques. Mais c'est pas grave parce que Samuel est là pour m'aider à meubler, n'est-ce pas? Samuel n'est toujours pas... a dû se muter. En tout cas, moi de mon côté, j'essaie de faire ce que je peux. Je suis désolé pour ce petit problème technique. Alors sachant que l'invité du soir qui était avec moi il y a même pas 10 minutes était en fait bien présente, je devrais dire, et malheureusement elle a dû se déconnecter. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour essayer de re-rentrer en communication avec elle. Voilà. Je vais sans doute relancer Skype. En tout cas, je suis vraiment désolé pour ce petit accro technique. Ça vous laisse le temps d'arriver sur le chat. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions en ce qui concerne le projet, en ce qui concerne tout ce qu'on prend, ou même en ce qui concerne le sujet du soir, je peux éventuellement répondre à certaines choses, plus relatif à tout ce qu'on prend, évidemment. Alors, excusez-moi pour ce problème. Je vais tenter un appel de mon côté. Alors, essayons ça. Petit bug du lundi, oui, mais exactement, le geek, c'est ça. C'est un problème technique qui m'était pas encore arrivé d'avoir un invité qui se déco comme ça d'un coup. Alors, c'est peut-être un problème avec mon Skype. Je vais moi-même redémarrer Skype, pardon, et voir si j'arrive à résoudre le souci. En tout cas, je vais redémarrer Skype. Il n'y a pas de problème, hein, on est là, on a la soirée. Vous inquiétez pas, cette conférence sera, contrairement à la précédente, on va dire, adressée à un public un peu plus général. Disons que le contenu sera plus biographique et un petit peu moins scientifique. Et je pense que la conférence d'aujourd'hui, du coup, sera un petit peu plus accessible. Que celle qu'on a pu avoir même précédemment pour les gens qui ont éventuellement peur entre guillemets des contenus un peu trop durs d'un point de vue science dure. Là, on sera plutôt sur la science humaine et science douce. Alors j'ai toujours ce problème là avec Skype, je m'excuse. Hein. Le problème a l'air d'être de mon côté plus que du côté des autres. Vous savez quoi, Est-ce que sur le live ça va? Vous avez des freezes? Il y a des problèmes de connexion ou pas? Je voudrais avoir votre avis sur le chat. Si il y a des soucis au niveau de frame, au niveau de choses comme ça. N'hésitez pas. Non, ça va. Non, ça va. D'accord. Parce que des fois, je me demande si c'est pas ma connexion qui déconne. Pour moi, ça va, le niveau connexion de ta part. Ok. Ça a l'air ok. Merci de votre retour en tout cas. Ouais, j'essaie de voir si ici ça marche ou pas. Je me suis reconnecté actuellement sur Skype. Je n'ai pas vu de drop de frame. Ok. Allô? Ah, je suis là. On a quelqu'un déjà, ouais. Une personne sur les deux.
Tu m'entends? Ouais, je t'entends. J'avais essayé de Cool. te réinviter dans la conversation, mais je crois que ça marchait pas trop. En Je tout sais pas cas, si tu là, recevais mes appels ou peut-être toi t'essayais de m'appeler. je sais pas. En tout cas, maintenant on est là, mais En je tout sais cas, plus on est trop. là. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, je vais tout simplement, si tu peux me repartager ton écran. Ok. Alors, désolé pour... je vais réinviter Samuel ici, il n'y a pas de problème. Passons sur la scène. Bon? Ouais, on t'entend en tout cas normalement. Oui, et pour le partage? Pour le partage, ça devrait marcher aussi. Je vais juste te déplacer. Je vais régler ces petits problèmes de caméra, mais ça vous les connaissez, ces problèmes de caméra, ils sont habituels dans l'émission. Donc bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous présente Annalisa Pleitano, merci d'être ici ce soir, présente avec nous. Bon, pour le moment ta caméra est pas réglée, mais je vais le faire pendant que tu vas parler parce que j'ai du mal à faire des milliards de choses en même temps. Donc merci à toi d'être présente ce soir pour nous parler de cette femme qui travaille dans les neurosciences, enfin qui a travaillé dans les neurosciences. Déjà, Annalisa Pleitano, pour te présenter rapidement, tu es, je pense, la première personne qui a autant de bagages au niveau de la vulgarisation de la communication scientifique sur la chaîne. Et donc ça me fait vraiment plaisir de recevoir quelqu'un comme toi, puisque d'après ce que tu m'as dit, pour te présenter rapidement, tu as déjà une vingtaine d'années dans la vulgarisation. Tu as fait plein de travaux en lien avec la vulgarisation, que ce soit des ateliers, des visites guidées, de l'animation, que ce soit pour des adultes ou pour des enfants. Tu écris même des articles dans des revues scientifiques, dans Sciences et Avenir, dans la recherche, dans Cosinus aussi. Oui. Et de formation, tu es biologiste, mais tu as décidé de t'engager dans la vulgarisation scientifique. Et justement, la question que j'aime bien poser en général à mes invités, c'est comment tu en es venu avec ta formation finalement à te dire je vais aller faire de la vulgarisation plutôt que de la science pure et dure. Disons que quand j'avais 21 ans, et je faisais mes études en biologie, c'est pour hasard qu'un ami m'a dit il y a un job d'été, viens à l'île d'Elbe, en Toscane, pour faire un job de guide nature. Et donc, je suis allée un peu comme ça, sans réfléchir, pour faire un job d'été. Et j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Ah, je vois qu'on me voit, donc bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Donc, l'ami m'a dit, viens, on fait un job d'été. Moi, je suis allée un peu comme ça et en fait, je suis tombée dedans. Donc, j'ai dit, c'est vraiment ça que je vais faire. Après, si je regarde un peu mes intérêts de quand j'étais petite et tout ça, j'étais déjà abonnée à des journaux de sciences. Mes parents, ils sont astronomes amateurs, ils font la photographie macro, donc il y a toute une ambiance autour. Mais c'est vrai que niveau travail, c'était un peu pour hasard. Ok, et donc est-ce que là, avec tout le parcours que tu as fait, tu es toujours aussi épanoui dans ce travail-là et tu dois faire ça pour le restant de ta vie, si je puis dire ainsi? Oui, moi je pense que oui. Après, on peut explorer différents aspects du métier. Donc, j'ai fait de moins en moins d'animation scientifique. Pour une période, j'en ai fait tous les jours. Ouais. Pour une longue période. Maintenant, j'en fais encore. Je viens de finir un festival de mathématiques où j'ai animé tous les jours pour 8 jours. Et ça me plaît encore, mais c'est vrai que je passe un peu de l'autre côté. Je passe un peu à la formation des médiateurs, à la formation des doctorants, des chercheurs en vulgarisation et à l'écriture. Voilà, c'est vrai qu'avec l'âge, je change légèrement, mais pour moi, ça reste dans les mêmes milieux, dans les mêmes cadres. Oui, ça me plaît encore. C'est super d'entendre quelqu'un qui est aussi motivé pour la vulgarisation que toi, et j'espère que ça peut inspirer aussi des gens ici sur le chat, ou même les gens sur YouTube là, qui regardent éventuellement la rediffusion, eh bien d'aller dans ce type de métier qui est pas un métier facile, la vulgarisation quand même. C'est pas c'est un métier en évolution, donc c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de postes fixes.
Donc, c'est pas tout facile. Il faut vraiment aimer, hein. C'est Hmm. pas un job qu'on fait comme deuxième choix. Il faut vraiment l'aimer. Alors là, on peut y arriver. Ok. J'ai déjà une première question à propos des neurosciences. Comment tu définirais déjà la science? Peut-être que tu avais prévu de le faire déjà dans ta conférence. Là, là. Comment je définis la science, hein? Non, la neuroscience, pardon. En fait, moi, je suis biologiste, mais je suis plutôt zoologiste. Donc, ce n'est pas mon cadre. Et c'est un monde que j'ai un peu découvert cette année. Donc, définition, je ne vais pas risquer à donner une définition pas correcte, mais je vais dire que je suis rentrée un peu dedans cette année parce que j'ai eu l'occasion de participer à un projet pour justement faire une commémoration du 160e anniversaire de la naissance du personnage que je vous présente ce soir. Et donc là, je suis un peu rentrée dedans, j'ai un peu regardé comment il fonctionne, comment il travaille, le neuroscientifique, avec quel matériel, comment il travaillait dans le passé, comment il travaille maintenant. Mais c'est vrai que c'est un monde assez vaste. Donc, définition, je ne suis pas la bonne personne peut-être pour donner une définition. Ok. Bah, peut-être qu'avec la présentation, on se fera une petite idée. Et en tout cas, justement, en parlant de la présentation, je te propose qu'on commence avec eh bien ta présentation, oui. Et je voulais, juste avant que tu débutes et que je te laisse parler, m'excuser encore une fois pour ce petit problème technique. Il fallait que ça arrive hein, quand même. On n'a pas eu assez de problèmes techniques depuis le début de l'émission, mais là voilà, fallait qu'un jour que ça arrive et que ouais là maintenant tout va bien normalement. Le chat nous confirmera s'il y a un souci ou pas, mais normalement tout est rentré dans l'ordre et tout devrait rouler à présent. En tout cas, je m'excuse encore une fois pour ce petit problème, en espérant que ça ne vous a pas trop embêté. En tout cas, voilà, sur ces paroles, je vais te laisser faire ta présentation. Merci encore d'être là ce soir avec nous. C'est un grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Alors. Bon, donc, comme je vous ai dit, ces personnages, j'ai travaillé pas mal l'année dernière parce que c'était le 160e anniversaire. Donc, j'ai participé aussi à la conception et à la mise en place de cet événement à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. J'ai écrit des articles, dont un qui vient de sortir sur Cosette. Donc là, maintenant, vous voyez seulement l'écran, non? Vous voyez moi ouais, non, si, on voit tout. On voit donc ça, là, si vous voulez, après, vous êtes intéressé, vous pouvez trouver cet article sur les derniers Cosette. Et puis, j'ai fait des conférences pour la fête de la science, etc. Et donc, je me suis vraiment passionnée à ces personnages et à sa famille, parce que vous allez les voir, elle avait une famille assez particulière. Donc, petite chose, j'ai cette fenêtre, ok, la fenêtre est partie. Alors, Augusta Degerin-Klumke était un médecin franco-américain. Et en fait, elle a été la médecin neurologue un peu la plus importante de son époque. Et elle a été, par exemple, d'abord externe et puis interne des hôpitaux de Paris. Elle a été d'abord la première femme membre de la Société de neurologie de Paris et après la première présidente femme. Et en plus, elle a été la première, on peut dire, neuroanatomiste femme. Donc maintenant, je vous présente très rapidement ses travaux. Et je vous dis comment elle en est arrivée là. Et je vous parle un peu de sa famille, parce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Alors, vous voyez Augusta à gauche dans son laboratoire avec son microscope. Et à droite, vous la voyez avec son unique fille, Yvonne. La gêne... oui, tout va bien? Bah, on voit pas ça ne change pas le PowerPoint. Encore un petit problème. J'ai changé la page. T'as changé la diapo? Oui. D'accord, alors je vais voir si de mon côté ça peut marcher ou pas. Mais j'ai déjà par rapport à ce par que vous voyez, j'ai déjà changé 2 fois. Hein. Ouais, mais le live n'a pas trop changé. Est-ce que tu peux départager et repartager l'écran? Peut-être que ça peut marcher. Je vais essayer ça. Alors. Je regarde s'il n'y a pas de... Je peux pas... Ah maintenant, là on voit ma tête là. Yes. Bonjour. Bonjour à tous. Vas-y, ouais, tu peux remettre la présentation. Je rouvre la présentation.
Donc, du coup, vous n'avez pas vu cette diapositive? Vous l'avez vue, cette Non, diapo? oui, mais celle-là, ouais, d'abord. Alors, ça, c'est la première. Celle-ci. Ouais, tu peux enlever la petite, ouais, Voilà. nickel. Alors, donc, vous voyez à gauche Augusta avec son microscope et à droite Augusta avec Yvonne, sa petite fille. Sa fille, je voulais dire. Donc, tout le monde est bon maintenant? Nickel. Ok, Parfait. donc j'avance. Alors, donc, Augusta, elle a commencé à se faire remarquer assez jeune. Elle avait 26 ans quand elle a publié un premier article qui a vraiment fait un peu fait parler de soi. Donc, c'était un article sur la paralysie radiculaire du plexus brachial. Donc, plexus brachial, c'est l'ensemble des nerfs qui vont du cou jusqu'au bras et à la main. Donc, si ces nerfs-là sont gravement endommagés, il y a une paralysie. Et encore aujourd'hui, cette paralysie s'appelle avec le nom de Krumke, d'Augusta, au moins en anglais, parce qu'en français, on a rajouté le nom du mari d'Égérine. Donc, le mari d'Augusta s'appelait Jules d'Égérine. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont rajouté ce nom-là, parce que c'est vrai qu'ils se connaissaient, mais ils n'avaient pas du tout travaillé ensemble sur ça. Et donc, elle a publié ça tout seul. Mais bon, on rajoute le nom du mari. Donc, vous voyez déjà un peu que cette histoire a quelque chose qui mérite d'être dit encore. Donc, cet article donc, a eu beaucoup de succès, elle a commencé à lui donner une petite renommée et les journaux de l'époque en ont parlé même. Et après, les journaux ont à nouveau parlé d'Augusta quand elle a, pendant toute sa carrière, on peut dire, mais là, quand elle a fait sa thèse, elle a écrit une thèse de presque 300 pages sur les polynévrites. On peut dire qu'elle s'occupait pendant toute sa vie des paralysies et des atrophies. Et donc, cette thèse, elle a pris une médaille de la faculté de médecine, les journaux en ont parlé. Et puis, par la suite, pour dire, vu qu'on parle des prix, Auguste a aussi reçu la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Donc, ce n'est pas une chose qui arrivait tous les jours à l'époque. Hein. Et en fait, pendant toute sa vie, Auguste, elle a énormément contribué à la neurologie de l'époque, parce que la neurologie, c'était une science naissante au 19e siècle. Et donc, elle a pu connaître et assister aux cours, par exemple, des superstars de l'époque, comme Jean-Martin Charcot et autres. Et là, vous voyez une photo d'ensemble, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes, la plupart étaient des infirmières. Et puis, j'ai mis Gustave Roussy. Gustave Roussy, vous avez déjà entendu ce nom-là, non? Parce qu'il y a l'hôpital. Et c'était un élève de son mari. Parce qu'il faut dire qu'elle était chercheuse, mais elle était aussi médecin, c'est-à-dire elle soignait vraiment les gens. Et elle aidait son mari avec les cours, elle écrivait ses cours. Et en fait, elle suivait ses étudiants et ses doctorants. Petit épisode, les étudiants et doctorants allaient à la maison le soir. Donc, le soir, après le dîner, Jules se mettait à se reposer. En fait, Jules, je ne l'ai pas dit, mais éminent scientifique lui aussi, un neurologue très important. Et elle suivait les doctorants. Elle quoi, pardon? Elle suivait les doctorants. Elle travaillait avec les étudiants et les doctorants de son mari. Hein. Et un d'eux, c'était Gustave Roussy. Et elle a écrit pendant sa carrière une 60aine d'articles scientifiques, hein, signés seule avec son mari ou avec les étudiants, par exemple Gustave Roussy. Et en plus, c'était une femme très forte d'esprit et même physiquement. Physiquement, je vous raconte un petit épisode. Elle a sauvé la vie de son mari qui était en train de se noyer. Parce que son mari s'était lancé à l'eau pour sauver quelqu'un qui était en train de se noyer. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, je me noie. » Jules va à l'eau, rien. Et il va se noyer lui aussi. Et elle va dans l'eau et elle sauve tout le monde. Donc, elle était une femme vraiment énergique. Et là, fort d'esprit aussi, parce que pendant la Grande Guerre, elle a travaillé aux Invalides comme médecin. Et elle a soigné des soldats blessés du cerveau et de la moelle épinière. Okay. Donc, c'est une autre
un autre aspect de son caractère. Mais après, elle a aussi inventé des appareils diagnostiques qui ont été utilisés dans les petites Curie. Vous savez, les voitures qu'utilisait Marie Curie pendant la guerre. Donc, vraiment, on ne peut pas faire une liste de tout ce qu'elle a fait parce qu'elle a vraiment énormément contribué. Okay. Mais peut-être l'œuvre majeure d'elle et de son mari est l'écriture et la publication des 2 volumes d'anatomie, l'anatomie des centres nerveux. Ça a été une œuvre maîtresse de la neurologie et très important à l'époque, qui a aussi contribué à résoudre des querelles, comme la querelle sur l'aphasie, tout ça. Et l'importance de cette œuvre, c'est aussi que tous les textes et les dessins sont faits à partir des préparations anatomiques des auteurs, en fait, d'Augusta, parce que c'est elle qui les faisait. Donc, là, je vous explique un petit peu comment. Alors, elle prenait des cerveaux, elle les faisait durcir dans des produits chimiques. C'était un processus un peu lent, il fallait attendre du temps et tout. Une fois que le cerveau est durci, elle utilisait les microtomes pour les couper. Donc, les microtomes, c'est cet appareil que vous voyez sur la gauche. Vous voyez, il y a un cylindre. Ouais. Le cerveau était mis à l'intérieur du cylindre. D'accord. Et puis, il y a cette roue qui était tournée pour faire remonter ou redescendre le cerveau. Ouais. Et puis, on coupait. On faisait des couches minces. Donc, en fait, on coupait à tranches le cerveau. Et les journaux de l'époque ont fait pas mal des blagues sur ça. Donc, il pensait que chaque hémisphère cérébral, il fallait 2000 couches fines. Hein? Donc, c'était un travail vraiment énorme, très long, des précisions. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on faisait avec ces tranches? Imaginez comme une tranche de jambon. C'est quelle épaisseur, t'as dit? Excuse-moi, t'as dit quelle épaisseur? Je ne sais pas précisément, mais je ne savais pas dire. Mais imaginez comme une tranche de jambon, sauf que c'est un cerveau. Ouais, d'accord. C'est un peu moche à dire, mais ça me rappelle justement les vignettes satiriques de l'époque où on voyait les couples de Gérine habillés comme des charcutiers avec les gros couteaux, comme ça, non? Et donc, une fois qu'on avait coupé ces tranches de cerveau, on faisait quoi? Il fallait les colorier, les préparer pour être vus au microscope, non? Et donc, avec des colorations particulières et tout. Et puis, à droite, vous voyez les microscopes que Jules, donc le mari, avait fait construire exprès. Parce que la partie où on pose la lame avec les cerveaux, déjà les lames, je vous montre la photo après, c'était large comme un cerveau. Même si le cerveau apparemment rétrécit un peu avec les traitements pour durcir. Mais en tout cas, c'était plus ou moins la taille d'une tête d'un cerveau, une tranche, et elle était mise entière sur cette lame et puis observée au microscope. Donc, ils avaient fait construire un microscope de cette taille-là. Et ça, voilà, par la construction du microscope, c'est Augusta qui faisait tout ça. Et attendez, j'ai oublié de dire une chose, qu'après, une fois qu'elle observait avec le microscope les tranches du cerveau, on peut dire comme ça, elle dessinait. Elle Donc, est quoi? les dessins sont elle dessinait. Ah, dessinait, ouais, d'accord. Ouais. Donc, les cerveaux que nous voyons, par exemple, dans la diapositive antérieure, c'est elle qui les a dessinés. Mais maintenant, venons un petit peu à sa vie personnelle. Et comme ça, on va voir comment elle est arrivée à faire ça. Donc, elle était fille de 2 immigrés allemands. Jean-Gérald Plunk et Dorothea Mathilda Toll étaient des Allemands arrivés aux États-Unis en plein ruée vers l'or. Les gens allaient à chercher l'or. Et lui, il était d'abord cordonnier, mais après, il avait des ambitions plus hautes. Donc, il voulait vraiment devenir plus riche. Et il a vu que ces villes s'est développées énormément parce qu'il y avait beaucoup de monde, les pionniers américains qui arrivaient. Et il s'est mis dans l'immobilier. Effectivement, il a fait fortune. Il est devenu très, très, très riche. Et en plus, il s'est impliqué dans la politique. Bon, c'était un personnage très important. Et sauf qu'il a connu une certaine... attendez, ils ont fait 7 enfants. Mais un est mort quand il était très petit. Auguste, c'était la deuxième. Et donc, finalement, il y avait 6, 5 filles et un garçon.
Sauf que John Gerald, il connaît une certaine Bernardina, il tombe amoureux, et Dorothea, Mathilda n'a pas trop apprécié. Donc, normal. Elle a quitté. Oui, mais à l'époque, il y avait des C'était femmes pas facile. qui n'étaient pas contentes, mais restaient là. Hein, mais elle, non. Elle a obtenu le divorce, donc elle a quitté, obtenu le divorce. Elle a obtenu la moitié de sa fortune. Ah ouais. Elle a pris elle a pris les sous et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en Europe avec 6 enfants. Donc, imaginez fin 19e siècle, et une femme seule qui part des États-Unis jusqu'à l'Europe en bateau et avec ses 6 enfants. Donc, c'était vraiment un choix très courageux. Et c'est l'aventure quand même de partir avec 6 enfants. Une grosse aventure. Sachant que du coup aucun des enfants n'est resté aux États-Unis ou ils n'ont pas pu revoir leur père de sitôt en plus, non? Oui, bon, et après ils ont continué à avoir des rapports, ils s'écrivaient et tout. Les maris étaient assez contents quand même de donner l'argent pour les enfants. Hein. D'accord. Et puis ils sont revenus, sauf Augusta, on ne sait pas pourquoi elle n'a jamais plus revu, c'est un des mystères de sa vie. Mais les autres enfants, ils sont revenus aux États-Unis, et notamment Anne, l'aînée, et Dorothea, dont je vais vous parler. Okay. Donc, ils arrivent en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que la mère voulait absolument donner aux enfants la meilleure des éducations, notamment aux filles. Elle voulait vraiment que les filles soient indépendantes, qu'elles aient une instruction et un travail. Donc, en Europe, les facultés, les universités commençaient à s'ouvrir aux filles. Non? Même si c'était un siècle assez hostile aux femmes, mais bon, ça commençait un peu à bouger. Okay. Et donc, les filles ont toutes eu, même les garçons ont tous eu une instruction, déjà, même avant de s'inscrire à l'université, ils fréquentaient des musées, ils avaient des professeurs qui venaient à domicile. Elle a vraiment bien investi ses sous dans l'instruction des enfants. Et là, on peut voir qu'Augusta n'était pas la seule scientifique de la famille, mais il y avait par exemple Dorothea, qui était plus jeune et qui a été la première femme à obtenir un doctorat de mathématiques en France, mais je ne sais pas, peut-être aussi dans le monde, ça je ne me souviens pas, avec une thèse sur les anneaux de Saturne. Parce qu'elle était mathématicienne, mais en fait, elle est devenue astronome. Ah ouais. Et même si, même c'est un gros personnage, hein, surtout aux États-Unis, elle est très très connue. Et donc, astronome, à l'époque, les femmes, mais jusqu'aux années 60 du XXe siècle, jusqu'en 1960 à peu près, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir les titres d'astronome. Donc, aussi parce qu'elle n'était pas payée, elle n'avait pas de poste de vente. Et donc, mais elle a eu une carrière quand même formidable parce qu'elle était la première femme à avoir un doctorat en mathématiques. Ouais. Et puis, elle a travaillé, même si c'est trop payé, mais à l'Observatoire de Paris pour très longtemps. Donc, elle est devenue la chef des Demoiselles du ciel, de celles qui calculaient les étoiles pour faire la carte du ciel. Elle a fait une ascension en ballon pour observer un essaim des météorites. Elle a été sélectionnée pour aller à Norvège à observer l'éclipse totale du soleil du 1900, etc., etc. Donc, elle a eu vraiment une carrière fantastique, elle aussi. Et puis, il y a eu Anna, qui était la première, qui était une artiste mais très renommée à l'époque. Donc, c'était une femme quand même portraitiste, une peintre portraitiste, qui arrivait à vivre de son art. Et ça aussi, c'était pas évident. Hein? Et donc, elle vendait ses peintures et elle a l'occasion dans sa vie de connaître la peintre animalière Rosa Bonheur, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, qui l'a invitée, donc Rosa a invité Anna à lui faire un portrait, à écrire sa biographie, donc pour cette raison, à aller vivre chez elle. Non? Et donc, Anna, elle a accepté. Elles ont vécu ensemble jusqu'à la mort de Rosa Bonheur 9 mois plus tard, malheureusement, parce qu'elle était vraiment plus âgée. Et là, dans les centres, vous voyez les châteaux donc en Île-de-France, qui est encore comme ça, parce que moi, je l'ai visité.
Et en fait, quand Rosa Bonheur est morte, elle a laissé tout, sa maison, son château et toutes ses œuvres d'art à Anna. Et qui après allait vivre là avec sa famille, donc avec Augusta aussi, la mère et tout. Et très récemment, une personne, une dame, a acheté ce château avec tout ce qu'il y avait dedans, qui avait été un peu abandonné depuis 50 ans au moins. Et donc maintenant, c'est comme ça. C'est une maison musée que je vous invite à visiter si vous avez l'occasion. C'est magnifique. C'est où tu as dit? Excuse-moi. Thomery en Île-de-France. Donc, ça s'appelle le château de Rosa Bonheur. Il y a même vraiment, vraiment partout. Mais du coup, les œuvres ont pas été, elles ont été laissées là où elles étaient dans la maison. Elles n'ont pas été. Pas toutes, mais une grande partie, oui. D'accord. C'est pas tombé dans le domaine. Non, parce que Rosa Bonheur, elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas de descendance. On dit qu'elle était lesbienne et probablement avait une histoire avec Anna Klump, mais les historiens que j'ai interviewés disent que c'est pas prouvé, mais ça je rentre pas là-dedans parce que je sais pas. Mais en tout cas, elle avait pas de descendance, elle a vécu avec Anne, elle lui a laissé toute sa fortune, et donc après Anna elle a partagé avec des parents éloignés de Rosa, mais bon, c'est une autre histoire, je vais raconter une autre fois. Ça marche. C'est une longue histoire, mais c'est pour dire que c'est une famille exceptionnelle. Ouais. Ouais, ils sont tous talentueux dans la famille. Et là, oui, tu vas présenter encore une musicienne. Hein? Et là, c'est une musicienne cette fois-ci, c'est ça? Oui, violoniste, virtueuse, très connue, elle aussi. Et puis il y avait Mathilda, j'aime pas la photo, elle était pianiste. Et puis William, le plus petit, il était ni artiste ni scientifique, mais il a fait fortune, il a été un pionnier de la location des voitures avec chauffeur, en fait, l'ancêtre de Uber. Donc, et à l'époque, c'était bien sûr rendu compte que c'était une famille exceptionnelle. Hein, les journaux en parlaient souvent. Hein, regardez là, ces journaux. Je pense que c'est les New York Times, mais je ne suis pas sûre. Okay. Et pensez que très récemment, Bill Clinton a parlé de cette famille exceptionnelle. C'était, je ne sais pas si c'était la journée des Américains immigrés, quelque chose comme ça. Et il a parlé de cette famille comme un exemple d'une famille américaine, non? Après, ils étaient comme nous tous, un peu tous mélangés, comme provenance, comme destination, histoire de voyage, d'aller, de retour. Donc, mais on peut dire américain. Oui, j'aime bien comme l'article insiste sur le fait qu'ils ont l'air d'être américains, c'est la fierté. Alors, c'est pas faux, hein, c'est oui, pas faux bien parce sûr. qu'elles sont nées aux États-Unis. Mais après, elles ont vécu pas forcément tout le temps aux États-Unis. Alors, Augusta, non, elle a vécu, je pense, toute sa vie en France depuis qu'elle est arrivée à Paris. Parce que quand ils sont venus en Europe, ils sont passés d'abord par la Suisse, l'Allemagne, et puis ils sont venus à Paris. Mais les autres, par exemple, Dorothea, elle allait vivre aux États-Unis et s'est mariée. D'accord. Mais ça, elles ont toutes eu un destin un peu particulier. Donc, oui, voilà, après ils se sont un peu séparés. Ok. Et alors, donc, je vous disais, c'était, parce que comment on est arrivé là dans cette famille extraordinaire, mais je veux dire, oui, elles étaient intelligentes, talentueuses, elles bossaient dur, mais surtout, ils avaient reçu une éducation très importante. Et donc, c'était vraiment cette mère poule qui avait vraiment mis toutes ses énergies et son argent dans ça. Elle était très, très déterminée, puis c'était une famille très unie. Hein. Attends, rappelle-moi, l'aîné avait quel âge quand ils sont partis, quand ils ont divorcé et qu'ils sont partis en Europe? Jeune, mais... Jeune en dessous de 10 ans, par exemple? Non, me semble... me semble qu'elles étaient majeures, mais jeunes filles. D'accord. Je me souviens pas. Mais si tu veux, je peux vérifier, hein, parce que là, j'ai... T'as le bouquin officiel. Oui, j'ai la biographie dont je t'ai parlé tout à l'heure. On peut vérifier tout à l'heure. Ouais, on peut donc, je disais que ce siècle, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, n'était pas facile pour les femmes en général, et encore moins pour celles qui voulaient faire des sciences. Ouais. Et alors, comment ça se fait qu'Auguste a voulu faire des sciences et comment elle est arrivée? Donc, un jour, la mère d'Auguste était en train de consulter un journal pour femmes
et elle lit cette nouvelle comme quoi une certaine Madeleine Bress est devenue la première femme médecin en France. Donc, diplômée de docteur de médecine, j'ai mis un D en plus. Donc, en 1875, les premiers médecins français femmes. Et donc, la mère d'Auguste, qui rêvait d'un destin grandiose pour ses enfants, a demandé à Auguste, tu ne voudrais pas être médecin? Et Auguste, elle a accepté tout de suite. Elle a vraiment, vraiment voulu faire ça. Donc, ça, c'est un des exemples du fait que des modèles féminins sont importants, mais encore aujourd'hui, pour les femmes. Donc, voir que quelqu'un est arrivé avant, voir que si cette personne l'a fait, je peux le faire aussi. Donc, c'est très important, les modèles féminins. Et puis, il y a eu une campagne de lutte parce que Auguste s'est inscrit à médecine. Parce que c'était possible, après que Madeleine Bress avait ouvert la voie. Et donc, Auguste s'est inscrit à médecine. Mais après, je vous ai parlé d'externat, internat des hôpitaux. Donc, il y a les diplômes des médecins, mais après, il y a aussi la formation à l'hôpital. Et maintenant, depuis 2004, ça a changé, mais jusqu'à 2004, il y avait les concours pour devenir externe et puis le concours pour devenir interne pour pouvoir devenir médecin des hôpitaux de Paris. Et les femmes n'étaient pas admises. Donc, évidemment, Augusta voulait être externe et puis interne et puis médecin des hôpitaux. Et cette Blanche Edouard aussi. Et donc, elles se sont mises ensemble pour lutter. Donc, le père de Blanche était médecin, donc on les a aidés. Mais tous les médecins et tous les étudiants de médecine étaient contraires, mais vraiment au contraire. Hein. Il y a eu une pétition de 90 médecins qui s'opposaient fortement à ça. Mais les filles ont vraiment lutté, sont allées à frapper aux portes, à parler aux politiciens et tout ça. Et heureusement, il y avait des ministres, des personnes du gouvernement qui étaient favorables à l'émancipation des femmes, dont Paul Bert, hein, qui est assez connu, et qui les a aidées. Donc, elles sont arrivées à pouvoir accéder à l'examen, donc au concours pour faire, pour rentrer dans l'externat, pour devenir externe. Mais à la faculté, ils ont accepté qu'elles fassent l'examen, mais à condition après ne pas vouloir faire aussi l'internat, parce que l'externat, ok, mais l'internat, non. Hein. Surtout parce qu'ils disaient ce n'est pas convenable qu'un barbu externe soit soumis à une blonde interne. Vous voyez un peu? Parce que l'interne était supérieur des externes. Donc, si la fille arrive là et les barbus est là, ça va pas, niveau hiérarchie. Et donc, en tout cas, les filles ont eu les concours, mais vous pensez qu'elles se sont arrêtées là? Non. Donc, bien sûr, elles ont voulu faire aussi les concours pour l'internat. Et là aussi, pétition. Et vraiment, la faculté était très agitée. Hein? Et puis, elles ont eu le droit de participer au concours d'internat, mais seulement Augusta l'a eu. Blanche ne l'a pas eu, mais elle est devenue quand même médecin. Hein? Elle est devenue médecin. Et, par contre, seulement les femmes et les enfants allaient se soigner chez elle. Parce que quand on cherchait un médecin, on cherchait surtout un homme médecin. Donc, mais regardez dans l'autre photo, on voit qu'elle était quand même professeure des infirmières. Parce que je ne sais pas si ça existait l'infirmier homme. Je ne sais pas. Donc, quand même, elle a fait une carrière pas mal, mais pas celle qu'elle rêvait. Parce que, voilà. Ok. Et puis, voyons aux difficultés. Là, on a vu les choses positives, donc un exemple féminin, une compagnie de lutte, mais les difficultés, à part les pétitions et tout ça, venaient en amont, parce que quand Auguste s'est inscrite à la faculté, elle a tout de suite eu des problèmes, parce que Alfred Vulpian, qui était un éminent scientifique, qui était un neurologue très connu, un de ceux qui ont inventé la neurologie, et qui était doyen de la faculté, a appelé Auguste et sa mère à un entretien et a cherché
de toutes les façons de la dissuader. Non, mais mademoiselle, non, mais il a dit, les postes de la femme est au foyer. Ouais, d'accord. Point. Enfin, pour lui, c'était comme ça, c'était clair, c'était l'ordre des choses. Et regardez la phrase qu'il lui a dit. Mais mademoiselle, vous êtes-vous rendu compte de la longueur et de l'aridité des études, hein? Et malgré ça, la fille, rien. Elle était très déterminée, elle voulait être médecin. Alors lui, il a dû accepter parce qu'il était obligé. Mais comme à l'époque, il y avait seulement 11 filles inscrites à la faculté de médecine, et Auguste était la plus jeune, lui, il l'a un peu obligé à attendre les professeurs dans les coulisses. Donc, elle ne pouvait pas aller en amphithéâtre avec les garçons et attendre là les professeurs. Elle devait attendre, et seulement quand arrivaient les professeurs, rentrer avec lui, pour dire. Non? Mais bon, en tout cas, elle a fait ses études, et voilà. Et puis maintenant, venons à Jules, son mari. Quel est le rôle de Jules dans tout ça, non? Alors, ils se sont connus en 1880, quand lui était déjà chef de laboratoire et elle était stagiaire, parce qu'il y avait une certaine différence d'âge. Ils ont eu 8 ans de fiançailles, parce que lui ne voulait pas se marier. Ah bon? Non. Et elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert pour ça. Et lui, il venait d'une histoire qui s'était mal terminée. Et puis surtout, il était très attaché à sa mère. Donc, tous les jours, il écrivait une lettre à sa mère. Tous les jours. Et donc, il a attendu que sa mère meure pour s'épouser. Et donc, lui, il a toujours soutenu le travail d'Augusta, ses recherches. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a quelques points obscurs, non? Par exemple, Augusta, elle a commencé son internat. Après, vous avez vu combien elle avait dû lutter pour accéder à l'internat. Ouais. Elle a commencé l'internat en juillet. Le 1er août, ils se sont mariés et elle a quitté l'internat. Juste après le mariage? Un mois après. D'accord. Et pourquoi? Maintenant, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui lui a demandé, comme femme mariée, de quitter l'internat ou celle qui... Parce que du coup, elle a quitté l'internat et elle allait le rejoindre dans son laboratoire à la Pitié-Salpêtrière. Lui, à ce moment-là, il était patron des laboratoires et elle est allée là... Elle a commencé à travailler avec lui jusqu'à la mort de lui. Donc, mais là aussi, elle n'a jamais eu de poste officiel ni salaire. Hein. Mais on se demande si ce n'est pas elle qui a accepté ces compromis pour pouvoir être patronne du laboratoire. Parce qu'elle, peut-être qu'elle se disait, si j'ai fait la voie classique, je ne serai jamais patronne des laboratoires. Ça, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas savoir si c'est lui qui l'a obligé. Ça me semble bizarre, mais bon, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. On ne peut pas savoir. En tout cas, c'est bizarre. Après avoir tant lutté pour être interne et quitter un mois après, c'est bizarre. Et puis, je vous fais remarquer, en regardant un peu plus de près, que leur livre, en fait, c'est signé seulement Jules. Hein. Donc, les livres qu'ils ont fait ensemble, d'ailleurs, c'est elle, comme je vous ai dit, qui a fait les préparations anatomiques, qui a fait les dessins, les observations, tout. Et lui, il a signé, dans la couverture, il y a son livre, son nom à lui, seulement en tournant les pages, sur la couverture, avec la collaboration des... Non? Mais, comme je vous ai dit, j'ai interviewé les biographes qui sont allés voir les documents originaux, les manuscrits de 2 tomes. C'est entièrement écrit de la main d'Augusta. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait Jules dans ses livres? Parce que elle est là. Mystère. Ouais, ça s'est fait voler un peu son travail, quoi. Voler. Alors, donc, oui, mais je veux dire qu'elle n'était pas ambitieuse dans ce sens-là, parce qu'elle était déjà très contente. Elle voulait faire ce job-là. C'est ça qu'elle voulait. Elle voulait ni la renommée, ni rien. Et la preuve, elle a accepté de le faire sans salaire et tout. Hein. Mais je veux dire, c'était une femme timide, humble. C'était pas une personne
quoique féministe sans aller manifester dans la rue, sans faire des gestes spectaculaires, mais était féministe avec sa vie était féministe quand même parce qu'elle a changé un peu la condition des femmes, non? Mais voilà, voler, c'est pas. Moi, je pense que parce qu'en fait, quelqu'un reprochait même à lui effectivement que c'est elle qui faisait tout. Bah, quelqu'un, enfin lui, comme il y avait des luttes internes entre lui et des autres neurologues, il y avait, voilà, l'ambiance n'était pas très sympa. Il y avait des luttes internes à la fac et tout, donc il y avait des rumeurs, tout ça, et il rigolait des rumeurs, donc il s'en fichait en fait. Ils travaillaient vraiment de façon symbiotique, donc ils étaient contents comme ça. Après, c'est vrai qu'il aurait pu mettre son nom, hein, non? Mais comme le souligne Tagazin, c'est sans doute une habitude de l'époque où les femmes signaient très peu les documents. C'était le mari qui avait le premier. Mais c'est pour faire une comparaison, ces couples étaient contemporains des Curie. Ah ouais. Okay. Mais c'était pas du tout les mêmes caractères des maris, hein. Donc, Marie, elle était plus trempée de caractère, non, c'est ça? Je pense. Oui, je pense. Je ne laisse pas écraser, ouais. Enfin, oui, mais en vous, ça ne se voyait pas écraser. Oui, c'est ça. C'est que elle n'était pas non plus soumise, quoi. Enfin, elle se sentait pas soumise. Ça lui suffisait probablement, mais on ne saura jamais. Ok. Et donc, maintenant, ils reposent tous au cimetière des Pères Lachaise. Mais qu'est-ce qui reste de leur travail, à part, bien sûr, leurs publications et tout, mais le matériel. Alors, donc, donc, je vous ai dit, Auguste était la patronne du laboratoire de Jules. Mais quand Jules est mort, le laboratoire a été fermé, elle a été chassée. Déjà, elle n'avait pas de position officielle. Et puis, ça fonctionnait comme ça à l'époque. Hein. Ah ouais. Ça fonctionnait comme ça. Elle est allée où après? Alors, elle s'est occupée. Alors, je pense qu'elle a continué à publier, à faire de la recherche. De manière indépendante. Elle s'est pas mal occupée justement entretenir la mémoire du Jules et de son travail. Donc, elle a récolté tous les objets, toutes les choses personnelles et du travail. Justement, elle a fait une collection. Elle a cherché d'ouvrir un musée. Pendant un certain moment, elle est arrivée, plusieurs vicissitudes. Maintenant, cette collection se trouve à Jussieu. Hein? Moi, je l'ai visité. Vous voyez là, c'est les fameuses lames que je vous disais. Vous voyez, larges comme un cerveau. Hein? Vous vous souvenez quand je parlais Oui, les fameuses tranches de jambon. Oui, je vois que tu as retenu. Sur le chat, ils ont bien retenu l'analogie aussi. Après, tu me diras. Et donc, oui, donc là, tout se trouve dans les sous-sols des Jussier, dans la fondation de Gérine Klump, qui fait partie de la collection du Putrien, que j'ai eu vraiment la chance de pouvoir visiter. Il y a des choses magnifiques. Mais la plupart sont encore un peu dans les cartons parce qu'en fait, ils sont en train d'être un peu restaurés et organisés. Okay. Voilà. J'espère que dans un futur, on pourra les visiter, mais c'est pas pour tout de suite. Ok. Bah et du coup, ouais, elle a réussi, elle faisait ces travaux-là, mais sur son propre argent. Enfin, je veux dire, elle arrivait quand même à vivre. Alors, moi, je pense qu'elle avait. Ils n'ont pas eu des soucis d'argent à un moment ou à un autre, cette famille. J'ai l'impression qu'ils ont quand même touché une bonne fortune, un peu grâce au divorce. Oui, donc, ça, du coup, ça n'a pas été, l'argent n'a pas été un des problèmes majeurs. Oui. Après, Jules avait une bonne position, hein. Oui, d'accord. Oui, quand il est décédé, elle a récupéré une partie. Alors, je ne sais pas précisément s'il avait une espèce de retraite ou de donation, je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas dire. Mais, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a ce livre qui a une biographie. Qui a été faite par Jacques Poiret, c'est la personne que j'ai interviewée. Il y a tout, parce que lui, il allait voir jusqu'aux États-Unis, en Suisse, partout, fouiller dans les archives. Donc, vraiment, c'est un travail fantastique. Et donc, moi, j'ai terminé. Ok. Et ça vous a plu. J'ai pu essayer de répondre à quelques questions, mais bon, surtout avec l'aide du livre, parce que c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur ça, mais je ne peux pas tout savoir. Parce que oui, bien sûr. C'est la vie. Biographie, c'est souvent très long, surtout avec des personnes aussi intéressantes qui ont fait autant de choses, qui ont beaucoup voyagé, et qui ont
Une histoire assez complexe, quoi. Oui, et puis voilà, il y a toute l'histoire des sœurs. Moi, je parlerai pas des arts, mais par exemple, demain soir, j'ai fait une conférence à la mairie de Saint-Ouen où je parle de ce que je vous ai cette présentation de ce soir, mais aussi de la sœur de Dorothea. Donc, si quelqu'un veut venir à Saint-Ouen, à la mairie, c'est une conférence sur Dorothea. Donc, tu peux enlever la diapo? Oui, enfin, on peut, oui, bien sûr, tu peux enlever. Je vais me mettre sur une scène où on est que tous les deux, t'inquiète pas. Merci pour ta présentation. Alors, ça a été plus court que la plupart des autres, et en fait, je trouve que c'est un format qui est pas plus mal comme ça. Je suis même plutôt content. Enfin, tu allais un peu vite, peut-être j'aurais dû. On verra s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Moi, je trouvais que ça allait au niveau du rythme. J'ai réussi à tout suivre. Ouais, j'avais eu une question à un moment. C'était sur à quel âge avaient en gros les 5 filles et le fils au moment où ils sont partis après du coup le divorce. Pour avoir une idée de en fait à quel point leur mère, je me souviens plus de son nom. Dorothea. Dorothea. À quel point leur mère a pu s'occuper toute seule en fait ou. Alors je vais chercher. Parce que si l'une des filles est déjà assez âgée, ça peut aider aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, un petit peu, mais avant l'âge de la fac. Au lycée, je pense, je vais vérifier, mais donc ils sont partis en 1876. Non? Alors 1876 et l'aînée était née en 56. 21 ans. 21 ans. Ouais. Tu vois? Et donc, Auguste a 2 ou 3 des mois, comme ça. D'accord. Donc, elles avaient déjà eu une éducation en partie aux États-Unis, quoi. Elles avaient déjà. Oui. Et après, en fait, ils avaient déjà fait un tour en Europe parce que l'aînée, Anna, elle avait eu un accident où elle s'était cassée une jambe et cette jambe ne guérissait pas. Donc, ils avaient déjà fait un tour en Europe pour consulter des médecins français, mais en fait, elle a boité toute sa vie, donc ils ne sont pas arrivés à la soigner, mais ils étaient déjà venus en Europe parce qu'ils avaient encore de la famille, je pense, en Allemagne. Rappelle-moi, Augusta, c'est la combienième de la famille déjà? C'est la deuxième. Ok. Et là, à un moment, je t'avais présenté les 4 filles là, dans un journal américain. La 5e, je me souviens plus. Mathilda, la pianiste. Ah, la pianiste, celle qui est pas affichée. Oui, j'avais pas la photo parce que. Il n'était pas dans le journal. Elle n'a pas été considérée. Oui, peut-être elle n'était pas encore connue ou alors. Ah oui, parce que c'est un journal d'époque, contemporain de l'époque, c'est ça? Oui. Oui, d'accord, oui, je me rendais pas compte. Oui. Alors, il y avait des questions dans la chat. Non, là, ils sont très calmes, là, ils sont très gentils, très sages. N'hésitez pas à faire vos retours même, à dire ce que vous avez pensé de la présentation. Oui, déjà, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous pouvez le dire aussi. Oui, bien sûr, mais c'est clair. Faire peut-être des retours. Pour toi, c'est une première de faire du live, tu m'avais dit? Oui, c'est la première fois. Donc, merci de m'avoir fait encore une fois sortir de ma comfort zone. Je l'ai fait tout le temps, mais ça continue. Ouais, bah apparemment, les gens ont apprécié. Et ils ont trouvé ça cool, clair, et il y en a un qui est même resté sur les tranches de jambon de cerveau. Ça, c'était, je pense, le truc marquant de ce soir. Les tranches de cerveau. Bien coupées. Mais en fait, je peux voir si je retrouve un peu cette image. Ouais. Et vraiment, il y avait les dessins de l'époque. Je peux voir bah tiens, je vais peut-être, parce que j'ai aussi une scène où on peut te voir en entier, éventuellement, si j'y arrive. Si tu veux montrer des choses à la caméra, ton livre, des dessins, des illustrations, tu peux le faire aussi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans les livres. J'ai cherché plutôt sur Internet. J'avais vu. Attendez, Ah, si. Tu as trouvé quelque chose? Oui, je voulais dire, vous vous souvenez je l'ai trouvé. Voyons si vous arrivez à la voir. Ouais, je te mets en plein écran. Alors. Ouais. Tu vois? C'est sombre. C'est un peu sombre, mais je pense qu'on discerne, une scène, une sorte de scène de.
Charcutier. De charcuter, ouais, de charcutier. Ah, c'est trop. Charcuterie. Si, ça se voit, ouais. Mais ils En font fait, c'est les quoi? couples d'Algérines qui coupent les cerveaux. Avec un tablier de boucher. Oui, complètement. Ils sont dans une boucherie. D'accord. C'était. Ils font ça comme ça, euh, avec des et cerveaux alors, humains. donc, il y a écrit une nouvelle manie, la coupe à deux. La coupe à deux, c'est À deux, un. oui, parce que quand même, Ils vous étaient savez que deux, ça ouais, ils faisaient le. travaille ensemble. Et puis, voyons s'il y a quelques... Oui, je voulais savoir si les personnes qui suivaient, et ils avaient déjà entendu parler, par exemple, des Charcot, des Vulpian, des Gustave Roussy, des Est-ce Paul que. Bert, personnages-là. Par exemple, je pense qu'il y a pas mal de lycées Paul Bert, rue Paul Bert. Moi, ça me dit rien, mais. Après, j'ai pas une très grande culture en ce qui concerne les. C'est purement de la médecine, là, c'est ça que. C'est que des. Non, Paul Bert a été ministre. Des ministres, d'accord. Ou même président. Alors, elle a été un politicien. Vous m'entendez encore? Parce que Ouais. Et alors, Charcot est très connu en neurosciences. Donc, pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas voulu donner la définition de neurosciences? Parce que je ne sais pas si ça concerne seulement l'étude du cerveau d'un point de vue scientifique des sciences dures, donc anatomie, physiologie, etc., ou si ça regroupe aussi les sciences humaines et sociales qui s'occupent des fonctions du cerveau. Donc, comme j'avais le doute, j'ai préféré ne pas dire des bêtises sur la définition de neurologie. Et puis, donc, oui, la photo que je vous avais montrée, là, il y a une autre photo, je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, on va la voir. Vous voyez ces espèces de fauteuils ouais, on dirait des chaises roulantes. Oui, c'est ça. Comme ça. Ouais, tu peux baisser un petit peu. Plus bas, comme ça. Ouais, plus bas, ouais. C'est bon. Encore plus bas? Non, c'est bon. Tu peux ouvrir même plus le livre. Ouais, on est à peu près bon. Non, on a vu le j'ai du mal un peu à c'est pas facile. Oui, je voulais dire que, en fait, tout à l'heure, quand je disais qu'Augusta, elle avait travaillé à la pitié, non, aux Invalides, non? Pendant la Grande Guerre. Et, oui, qui soignait les soldats blessés du cerveau et de la moelle épinière. Tu te souviens? Ouais, ça, je me souviens. Et donc, on avait vu cette photo où il y avait ces espèces de fauteuils roulants avec ces roues comme ça, non? Je voulais dire que cette photo, elle n'avait pas été prise aux Invalides, mais au château d'Eby, donc à la maison de la peintre Rosa Bonheur, qui a laissé après à Anna Klump la maison et tout, et la famille Klump, c'est-à-dire la mère et les sœurs, sont allés vivre là, et donc ils ont fait un hôpital des champs, on dit comme ça? Un hôpital des champs? Non, on dit pas comme ça. Tu sais, quand on fait des fortunes, hein? Comment on dit? Ils ont créé un hôpital dans une maison. Comment on dit ça? Oui, bon, en tout cas, ils ont de fortune. Créé un petit hôpital de campagne. dans un château. Ouais, on peut dire de ça, champ, oui, de campagne. Oui, de champ, ça se dit. De campagne, un hôpital de campagne. Non, je ne sais pas si ça se dit. Non, ok, bon, est-ce que vous avez compris? Oui, je pense qu'ils ont compris l'idée. Ah, il y a quelqu'un qui écrit des campagnes. Oui, c'est ça. C'est ce que je reprenais. Et donc, vraiment, ils n'ont pas hésité à transformer une partie de leur château comme ça pour soigner les soldats. Donc, ils étaient vraiment, vraiment impliqués aussi dans la Grande Guerre. Ok. Et du coup, comment elle a fait ça jusqu'à... T'as pas parlé de la fin de sa vie, on va dire. Enfin, comment elle a bien vécu ces dernières années jusqu'à son... Oui, je pense que... si, non, mais je sais pas si ça vaut le coup d'être cité non, forcément. Hein, mais... Non, je pense rien à signaler. Après, c'est l'histoire que je vous ai racontée, c'est qu'on
on sait, bon, on en sait beaucoup plus, hein, il y a un livre sur ça, j'ai pas tout raconté, mais pour dire que il y a des zones d'ombre aussi dans cette vie-là. On sait vraiment pas pourquoi, par exemple, elle a fiancé l'enfant, parce qu'à l'époque, c'était pas courant, c'était pas. Fallait en faire plusieurs. Oui, donc est-ce que c'était lui qui finalement voulait pas, parce que elle, on a dit, elle était pas vraiment soumise, mais elle était vraiment au service de son mari. Donc lui, il avait apparemment c'était un peu caractériel, parce que il était même dans sa jeunesse, avant de se marier avec Augusta, un peu machiste, parce que quand il parlait d'elle dans les lettres avec sa mère, parfois il faisait des comparaisons avec des chiens. Elle l'a comparé à des chiens qui aboient quand elle pleurait parce que lui, il voulait pas se marier. Il était pas gentil dans ses lettres. Donc, apparemment, après, il est vraiment tombé amoureux. Ils ont eu quand même une idylle. Hein. Donc, ils ont bien vécu ensemble. Mais au début, c'était quand même quelqu'un d'un peu comme ça. On ne sait pas voilà pourquoi ils ont eu un seul enfant. Pourquoi, comme je l'ai dit, elle a quitté l'internat. On ne sait pas. On sait pas la raison réelle pourquoi elle a quitté, si c'était vraiment elle qui a choisi ou si il y a pas le mari qui a mis la pression. C'est pas. Ce que tu disais, ouais. Oui, après on connaît pas leur pensée ni religieuse ni politique. Ah ouais, on savait pas. Aucune trace, c'est bizarre. Ils n'étaient pas impliqués dans ça en tout cas. C'était vraiment des scientifiques avant tout. Oui. Comme dans les cas aussi de Dorothea, avec son mari, c'était des gens qui vraiment étaient dans leurs recherches, étaient seulement là-dedans. Hein. Et ils sont impliqués dans la vulgarisation scientifique ou pas? Ils n'ont pas fait de communication? Alors, donc, c'est une bonne question, celle que tu poses là maintenant, parce que pas vraiment vulgarisation comme on l'entend maintenant. Oui. Mais c'est vrai qu'elle, la fin de sa vie, elle a passé à chercher créer cette collection, ces musées, on peut dire, du travail de son mari. Ouais. Et apparemment, pour elle, qui avait toujours fait de l'enseignement, même si pas officiellement, pour elle, c'était très important de faire... laisser une trace pour l'avenir, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, surtout, elle pensait surtout aux étudiants de médecine. Hein. Donc, elle faisait ça pour que les étudiants de médecine puissent voir comment on était arrivé à certains résultats scientifiques et tout. Parce que il faut dire que là, on était à un point où on savait, à leur époque, comme je t'ai dit, c'était les débuts de la neurologie. On n'était même pas sûr du rôle du neurone. Hein. Ouais, donc, c'est la théorie neuronale qui est arrivée et Jules l'a soutenue alors qu'il y avait des gens qui disaient non, c'est pas ça, les neurones, c'est pas important dans la transmission de l'information cérébrale et tout. Et donc, et encore aujourd'hui, effectivement, ça serait vraiment bien qu'on puisse utiliser ça. Par exemple, j'avais parlé avec une neurologue de Sorbonne qui m'avait dit maintenant, on ne fait plus comme ça, ou alors on le fait, mais rarement, ça serait bien de garder cette, pas tradition, mais de voir un peu comment on faisait la neuroanatomie, parce que maintenant, il y a toute l'imagerie. Il y a toute l'imagerie médicale. Je pense que rarement, on s'est mis à couper un tranche en cerveau. Je ne sais pas si ça s'est fait encore, mais apparemment, ça serait encore important, oui. Apparemment, pour certains, l'imagerie n'est pas tout. Et donc, ça serait bien de garder cette trace-là. Et moi, j'espère vraiment que ce soit possible de voir ces choses-là. Lors de cet événement, on avait fait une petite expo à la bibliothèque de l'Institut du cerveau. Mais après, dans les sous-sols, il y a des choses vraiment, vraiment importantes dans ces collections-là. Il y a par exemple les cerveaux qui ont été utilisés par Broca pour décrire l'aphasie. Des Broca, c'est des pièces. Moi, je pense que si c'était ouvert, les gens viendraient du monde entier et paieraient très cher pour pouvoir les voir. Ok. Ouais. Et du coup, ça sera fait où déjà? Je sais plus si tu l'as dit, cette expo. Non, il n'y a pas de prévisions. Non. C'est seulement une collection maintenant. Ouais, c'est une collection, mais tu disais qu'ils sont en train de soigner. Ils sont en train de travailler, de faire
comment on dit, la restauration, ce genre de choses. De les classifier. Et du coup, est-ce qu'on sait où ça sera distribué, ces choses-là? Il y aura des... On sait pas. Je pense que ça reste là, mais ça serait bien si dans un futur on pourrait pouvoir les voir, mais pour l'instant on n'est pas encore là parce qu'il y a un travail énorme, il y a une quantité de... Moi je connais la personne qui s'occupe de cette collection qui fait un travail énorme et donc vraiment il faudrait... Je sais pas si... Ah, mais de temps en temps, je sais, par contre, ils exposent quelques petites parties. Hein. Lors des événements, ils sortent quelques objets dans les bibliothèques des JC. Effectivement, on peut voir quelque chose, oui. Non, moi, je suis rentrée comme journaliste. Est-ce qu'elle a, en tant que femme qui a réussi dans son parcours, elle a essayé de transmettre sa réussite, on va dire, son goût pour les sciences aux jeunes filles qu'elle rencontrait dans sa vie, ou à ses étudiantes par exemple en médecine? On a des traces de ça, d'une implication. Non. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes femmes. Hein. Ouais, j'imagine, mais est-ce qu'on la connaît pour avoir fait des choses comme ça? Non, parce que comme je disais, elle était féministe, mais alors par exemple les biographes disent elle était féministe par l'exemple. Par l'exemple, oui, mais elle faisait pas d'action. Elle faisait pas d'action. Non, parce qu'elle était vraiment dans le travail. Et pour elle, le reste, c'était une perte de temps. Par contre, oui, comme elle faisait partie effectivement de la société neurologique, peut-être que dans ces cadres-là, elle a fait quelque chose, mais je suis pas à connaissance. Ok. Oui. Et sinon, elle était assez proche de ses autres sœurs, etc. Enfin, c'était quelqu'un d'assez familial. Très. Elles étaient vraiment très unies. Oui. C'est une famille, elles étaient très unies. Sauf qu'après, certaines, comme par exemple Dorothea, après, elle est partie vivre ailleurs. Mais sinon, et on ne sait pas pourquoi elle a jamais revu son père. Elle a jamais voulu retourner. Ça aussi, c'est bizarre. Ah ouais. Elle lui en veut peut-être pour ce qu'il a fait à sa mère. Qui sait, on ne saura jamais. Hein. C'est dingue parce que moi, en lisant ces livres et puis en interviewant ces biographes comme ça, je me suis dit, on rentre vraiment en faisant de l'histoire, parce que c'est l'histoire de la médecine. Hein. Donc, il y a des méthodes dans l'histoire pour la consultation des documents, pour la reconstruction d'une vie, non? Mais c'est toujours une vie. Donc, c'est toujours une vie. Là, comme les personnages sont loin dans les temps, on les traite comme des personnages fictifs, mais c'est des êtres humains. Bah ouais, bien sûr. Qui ont eu des joies, des douleurs, ils ont eu des secrets, non? Ils ont eu des contradictions, des aspects un peu contradictoires de leur vie. Et donc, je me dis jusqu'à où, je ne sais pas jusqu'à où peut aller l'histoire pour reconstruire. Et de toute façon, on ne pourra jamais savoir quelles étaient les vraies pensées. Les vraies intentions. Ouais. Donc, nous sommes curieux, hein, c'est surtout la curiosité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle et ses sœurs ont vraiment changé la mentalité à l'époque. C'est-à-dire que tu vas me dire, mais on en est encore là pour certaines choses, le machisme n'est pas fini. Je suis plus que d'accord. Mais je veux dire qu'à l'époque, avant, on écrivait, mais noir sur blanc dans les journaux, les femmes, les pauvres, elles ne peuvent pas faire des études scientifiques parce que c'est pas leur faute, mais leur cerveau n'est pas adapté. Les pauvres, elles ne peuvent pas, non? Et après avoir vu les résultats scientifiques et la carrière extraordinaire, notamment d'Augusta et de Dorothea, il y a eu des journalistes hommes de l'époque qui ont écrit « Nous nous sommes trompés ». Ah ouais. Ah oui. Des contemporains qui ont dit ça. Oui, des contemporains qui ont dit, bah non, elles peuvent, la preuve. Elles peuvent tout à fait, les femmes ont tout à fait les cerveaux comme les nôtres, elles peuvent tout à fait faire des études, avoir des résultats. Donc, elles ont vraiment contribué à changer les mentalités. Donc, il y avait d'un côté les suffragettes, la lutte pour les droits des votes, pour les droits de faire plein d'autres choses. Et elle faisait avec l'exemple. Ouais, c'était l'exemple. C'était changer les mentalités. un étendard de bataille un petit peu. Enfin, que les autres pouvaient se servir de son image, du moins, pour
pour Mais promouvoir l'égalité. je sais même pas si c'était voulu quand elles étaient Non, mais jeunes. peut-être qu'elles, oui, peut-être c'était pas voulu, mais Avec l'âge, elles ont dû se rendre compte quand même qu'elles de leur changeaient la importance. mentalité. Mais je pense que quand elles étaient jeunes, elles voulaient seulement faire. Ce qu'elles aimaient, ouais, bien sûr. Oui, c'est tout. Ouais, c'est ça. Elles ont eu la chance quand même de pouvoir faire ça, et je pense que. Enfin, ce que je remarque aussi, c'est que les gens qu'on retient dans l'histoire, c'est des gens qui ont pu aussi. Enfin, s'ils sont aussi brillants, c'est qu'ils ont eu les moyens d'exprimer leur talent et leur. Et pour avoir les moyens, c'est en fait tout simplement être riche, en fait. Ça compte. Ça compte énormément, et c'est pour ça que tout à l'heure je te posais la question des moyens financiers de la famille, parce que enfin, moi, ce que je me rends compte en lisant un peu ce que je me rends compte en lisant un peu l'histoire des sciences, c'est que l'on retient les savants, tout ça, mais souvent ils étaient dans des bonnes situations financières et matérielles, ce qui leur permettait d'aller au bout de leurs recherches, au bout de leur et je trouve souvent, je pense qu'il y a eu sans doute des esprits brillants, mais qui n'ont pas pu s'exprimer dans l'histoire par manque de moyens, et d'argent, tout simplement. Et là, du coup, ça rajoute quelque chose. Enfin, je veux dire, si tu me dis qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes pécuniers, a priori, ça a pu aider à leur indépendance, en fait, parce que l'argent, si tant que t'en as, tu es un peu libre finalement de faire un peu ce que tu veux. Et elle a pu exprimer davantage son indépendance scientifique en étant déjà indépendante financièrement, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah c'est clair que ça compte. Hein. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai lue récemment, comme ça, sur Instagram, de Stephen Jay Gould, qui est un géologue évolutionniste que j'aime beaucoup, et qui disait je suis plus pour lui c'était plus étonnant, pas tellement l'intelligence incroyable d'Albert Einstein, mais il était plus il réfléchissait plus sur l'effet de tous ces Einstein qu'on n'a pas découvert parce qu'ils n'avaient pas l'argent de faire des études. Hein? Ouais, c'est dommage. Souvent, il y a des gens qui peuvent pas exprimer du coup leur génie, entre guillemets, leur talent. Oui, au moins un génie. Je sais pas si ça existe les talents purs, mais moi non plus, je crois pas. Si tout le monde partait avec les mêmes conditions, après on pourrait voir, mais on ne part pas tous avec les mêmes conditions. Non, c'est ça, et ça crée déjà de la discrimination, et non, ça, en fait, pour te rejoindre, moi non plus, je crois pas vraiment au talent, au génie qui naît, mais du moins il y a des gens qui, enfin, ça aide forcément, quoi, de ce qu'on disait, c'est que bah, quand t'es mal, il faut d'abord subvenir à ses besoins primaires, manger, vivre un minimum, quoi, pour pouvoir ensuite penser à des sujets plus c'est clair, plus intellectuels, quoi. C'est clair. Ok. Qu'est-ce qu'on raconte là sur le chat, justement, il y a Rems de la chaîne 1 qui faisait la remarque à propos de Lavoisier, justement, le chimiste, tu sais, Lavoisier, qui bien pu faire. Bah, en plus, je sais pas si tu t'es intéressé à lui, mais parce qu'il a sa femme, voilà, en particulier. Moi, je connais pas beaucoup la biographie de Lavoisier encore, même si ma chaîne YouTube s'appelait Tout se transforme. Mais un jour, je ferai une vidéo sur lui. Mais je sais que sa femme a joué un rôle assez important dans ses recherches, et était vraiment pas une femme qui se laissait faire, quoi, qui se laissait marcher dessus. Elle avait vraiment, c'était une expérimentatrice vraiment douée, et qui a vraiment, en plus d'aider son mari, je pense, fait aussi d'autres choses. Je sais pas, toi, tu t'es renseigné là-dessus sur elle, justement? Je connais pas bien, mais je sais qu'effectivement, elle a vraiment travaillé avec lui comme père, je pense. Excuse-moi, tu disais avec lui? Non, je disais qu'ils ont travaillé en père. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense, mais c'est vrai que j'ai jamais approfondi, mais aussi la femme d'Einstein aussi, non? Et plein d'autres femmes qui ont été un peu effectivement dans l'ombre de leur mari. Oui. Il y en a pas mal. Oui. Et puis, qu'est-ce que dit? Oui, donc, je lis un peu. Oui, tu peux voir aussi le chat. Oui, là, je vois. En tout cas, si...
Je pense comme on avait un peu d'avance par rapport à avant, là je fais traîner la session questions et c'est intéressant qu'on ait ces discussions un peu plus larges aussi sur la position de la femme dans les sciences, enfin sa reconnaissance dans les yeux des scientifiques, quoi. Et puisqu'en plus on est le lendemain de la journée de la femme, comme Oui, je l'avais dit plus tôt. oui. En fait, moi, hier sur Instagram, j'ai publié un post, mais bon, malheureusement en italien, désolé. Ah oui, tu peux parler justement Mais, de tes réseaux sociaux, excuse-moi. Alors, mes réseaux sociaux, je suis vraiment active sur les réseaux sociaux. Et donc, bon, Facebook, j'ai une page. Ils s'appellent tous Ludmilla.science. Ouais, c'est noté au-dessus. Minuscule, mais bon. Alors, sur Facebook, c'est vrai que Facebook fonctionne pas au plus très bien, mais il y a des gens qui me suivent là, donc je peux un peu appuyer parce que j'ai un blog, non, qui s'appelle www.ludmilla.science. Il y a la version française et la version italienne. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai publié un peu moins parce que j'ai publié directement sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plus d'interaction, plus de retours. Donc, Facebook, OK. Twitter, c'est vrai, peut-être je publie pas très souvent, mais j'utilise vraiment comme outil professionnel en français. LinkedIn, pas mal. Et sinon, Instagram, je parle surtout en italien parce que la communauté des vulgarisateurs italiens sur Instagram est très, très développée. Et je vais vous dire une chose, que maintenant, on est en train, avec d'autres vulgarisateurs italiens, de faire naître les premiers festivals de vulgarisation scientifique complètement en ligne. En ligne? Complètement en ligne parce que les gens doivent rester à la maison cause coronavirus. C'est-à-dire, c'est quoi un festival en ligne de vulgarisation? Alors, donc, est en train de se créer, mais je pense que c'est toute une série soit des conférences, soit des lives, soit aussi des choses interactives. On peut faire des tutoriels, on peut faire. En fait, tout est ouvert à la créativité, mais c'est vraiment très important à ce moment en Italie de rester à la maison. Moi, je dirais aussi en France, mais bon, il faut suivre les consignes officielles. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais pour dire qu'en Italie, en ce moment, dans certaines régions, il faut vraiment rester à la maison. Et donc, pour s'aider un peu et pour fournir comment dire, même des spectacles ou de la culture un peu agréable comme ça. Et pour se tenir compagnie en parlant des sciences, et nous sommes un peu tous sur les réseaux sociaux, nous les vulgarisateurs. Donc, nous pensons que nous sommes un métier créatif et qui a un rôle important dans la société. Donc, nous pensons qu'à ce moment, ça c'est la contribution que nous pouvons donner. D'entretenir en ligne en parlant des sciences pour soulager un peu cette période un peu comme ça. Bah non, c'est super comme projet. Il y a le geek qui demande justement si sur YouTube il y a une communauté de vulgarisation scientifique italien. Oui, bon, il y a beaucoup de youtubeurs, plus qu'en France, je dirais. Alors en France, on est quand même nombreux en France. En France, c'est commencé avant. En France, c'est commencé avant. Maintenant, en Italie, c'est commencé un peu plus tard, mais il y en a vraiment. Ils sont très jeunes. Mais sur Instagram, il y a une communauté énorme. Ouais. Vraiment, on fait plein de choses. On fait des collaborations, on fait des choses ensemble. Parce que aussi, moi, je trouve que c'est un média un médium qui se prête vraiment à ça. Et ouais, sur YouTube, il y en a pas mal. Les geeks, tu parles italien? Je suis pas sûr qu'il parle. Il sait beaucoup de choses, le geek. Il connaît beaucoup de choses, mais je suis pas sûr qu'il connaisse l'italien là pour le coup. C'est peut-être un truc sur lequel il devra travailler un peu. Et sinon sur Twitch, est-ce qu'il y a des lives aussi? Toi, tu me l'avais dit en off. Twitch, je crois, ça m'avait surpris. Il y a des live Twitch de vulgarisation scientifique en italien, c'est ça? Oui, alors il y a des émissions comme la tienne. C'est vrai. Genre un peu le même format où Oui, même format avec des invités et tout ça. Mais il y a aussi, ils font des lives doubles ou triples, des choses comme ça. Donc, par exemple, je t'ai dit, on fait beaucoup de collaborations. Donc moi, non, pas encore. Mais par exemple, il y a, en fait, on se connaît un peu tous les vulgarisateurs, même si
nous sommes nombreux, mais plus ou moins, on se connaît un peu tous comme Vous aussi avez un en réseau, France, quoi. non? Ouais, Oui, un réseau. Et donc, après, il y a des thématiques, non? On sait que pour l'histoire, il faut aller plutôt là. Il y a l'archéologue, il y a l'historien, il y a les sociologues de l'histoire et tout ça. Et côté bio, on les appelle les bio, attends, comment on pourrait, les bio-choses et les astro-choses. Les astro-choses, les bio-choses en se italien. donne des surnoms comme ça. Comment tu le dis en italien, ça? Bio-cosi, astro-cosi. D'accord. C'est les deux domaines, c'est ça, qui sont sur. Il y en a d'autres, mais disons que principalement parce qu'on fait une fausse lutte entre les ouais, c'est bien ça. et les de la concurrence. Il n'y a pas trop ça en France, mais peut-être ça profite. Et donc, oui, on fait des fausses luttes. Et donc, après, chacun, quand par exemple, il fait une story Instagram, une vidéo YouTube, il dit des choses et puis il dit, mais de ces domaines-là, sonnez à la porte d'un tel. Ouais, vous vous envoyez la balle, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Faudrait que je me renseigne faut voir ce qu'ils font sur Twitch, les Italiens, pour voir si je peux pas m'inspirer et faire des formats qui pourraient ressembler. Alors, tu me donneras les noms. je peux te dire qu'ils ont fait, il y a pas beaucoup de chaînes d'une seule personne, mais il y a des chaînes de groupes. C'est des chaînes de groupes de plusieurs personnes qui gèrent le truc. Oui, d'accord. Oui. Bah, tu me donneras les noms. Les noms, tu peux en off, enfin quand tu les auras, tu peux me donner maintenant si tu les as. Tu m'entends encore parce que j'ai entendu un bip bizarre. Alors je vois quelqu'un qui dit, pour ma part, j'ai été à Rome une semaine, j'ai appris 4 ou 5 mots. Ouais, c'est pas beaucoup. Effectivement. Mais comment? Déjà, pizza, gelato, ciao, buongiorno, ça fait déjà 4. Tu pourrais en apprendre un peu plus quand même, non? Ouais, mais tu sais, on est nuls en langue, nous, les Français, on a du mal à apprendre des langues, en général. Même nous, les Italiens, on n'est pas trop... Non, en fait, c'est intéressant, moi, que je peux regarder les deux communautés et faire des comparaisons, voir les différences. Pour moi, c'est très intéressant. Voir certaines choses sont venues en premier en France et les Italiens sont arrivés après. Et pour d'autres, c'est le contraire. Mais justement, tu as des anecdotes sur ça? Enfin, tu as des trucs que tu aimerais voir en France qui sont pas en France, ou tu aimerais voir en Italie qui sont pas en Italie mais qui sont en France, enfin inversement, me semble qu'il y a un peu plus de collaboration en Italie parmi les gens. Mais puis surtout, il y a beaucoup d'associations qui font des festivals. Maintenant, en Italie, toutes les régions ont un festival de sciences, voire plusieurs par région. Hein. Il y en a même qui sont nés cette semaine. Maintenant, ils ont dû fermer à cause du coronavirus. C'est pour ça aussi qu'on a fait... qu'on a pensé à ces festivals en ligne parce que on est souvent soit des indépendants comme moi, soit des associations et on a eu des gros dommages économiques. Hein, tu vois, vous pouvez pas faire les événements, quoi. Oui, c'est ça. Mais sinon, maintenant, au niveau festival, c'est une explosion en Italie. Hein. C'est magnifique. Et puis, chacune avec sa spécificité. Ça, c'est bien. Ouais, bah, je sais pas trop. C'est vrai qu'en France... il doit y avoir des événements. C'est différent parce que enfin, à l'échelle des régions, faut se renseigner en fait. C'est plus des petits événements à droite à gauche, des conférences un peu isolées. Il y a la fête de la science, mais la fête de la science, c'est seulement français ou c'est mondial? Ça, je me souviens plus. Non, la fête de la science, c'est français. C'est français, ouais, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est peut-être le seul festival assez connu national qui revient. Alors, donc, il y a aussi Pint of quand Science. j'ai parlé en Italie de la fête de la science, ils sont jaloux parce qu'ils disent c'est le ministère qui l'a créé, qui donne des sous, donne presque très peu de sous que je sache, mais en tout cas, c'est bien que le ministère se soit rendu compte, et depuis au moins une vingtaine d'années, non, qu'il y a ces besoins et tout. Alors qu'en Italie, le gouvernement traîne. Enfin, les gens d'abord font l'avant-garde et puis le gouvernement arrive après, non? Il y a beaucoup de choses qui sont pas financées dans la fête de la science aussi. Enfin, beaucoup de gens qui participent, qui font du volontariat, quoi. Enfin, alors, donc, il y a plusieurs choses. La fête de la science doit être gratuite pour les gens. Ça, c'est clair. Oui. Okay? Donc, du coup, maintenant, si c'est une institution qui fait ça, elle fait avec ses propres sous ou parfois peut avoir un financement. Je sais pas. Mais les petits événements sont, que je sache, très rarement financés. Donc, je pense que les gros projets, peut-être, ils prennent
de l'argent, mais les petits projets, non, pour en avoir organisé plusieurs fois, j'ai jamais obtenu. Pourtant, j'ai demandé, mais non. Ok, ouais, c'est pas simple, quoi. Surtout qu'il doit y avoir plusieurs personnes. Tu dois être en concurrence avec d'autres. Et c'est bien gens. quand même qu'il y a quelque chose qui coordonne tout, tu vois. Tu veux dire en France avec le. Oui. Ouais, mais enfin, je sais pas. Je sais pas ce que t'appelles coordonnées parce que. Ah. Enfin, il y a un festival une fois par an, mais sinon les initiatives après. Enfin, je sais pas, moi je sais pas comment faire pour. Non. Après, il y a des organismes qui peuvent délivrer des bourses. Je pense au CNC par exemple, si tu viens avec un projet. Ça, c'est pour les vidéastes. C'est pour les vidéastes, mais ouais, c'est vrai que ça touche pas forcément à la vulgarisation. Ça touche à la création de contenu en général. Mais ouais, je sais pas. Enfin, peut-être que je me suis pas assez renseigné. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat à propos du support de la médiation en France, mais Support, dans quel sens support? support financier, enfin, Ah. même support encouragement, quoi. Moi, je sais pas, je vois pas à quel point l'État encourage les gens à faire de la vulgarisation, en fait. Enfin, j'ai pas vu beaucoup d'initiatives. Alors après, faut dire que des fois, je lis pas tout le temps mes mails, des trucs comme ça. Je me renseigne pas assez moi-même en même temps, donc je vais pas me plaindre. Je me suis un peu de distraite pas parce que je me suis mise un peu à regarder la chat. Je me demande pourquoi Brusicor, donc Rémi dit, tu parles d'une enseignante de médiation scientifique. Pourquoi? Qu'est-ce que Peut-être j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire. Toi? Non, mais peut-être que je parlais pas avec toi. Et sinon, toute l'Italie est en LOX. Non, c'est pas vrai. Seulement certaines régions du Nord. Bon, bah ça va. Alors, vous êtes pas comme en Chine, quoi. Ouais, mais la situation n'est pas belle. Ouais, bah, j'espère que ça va pas s'empirer. J'espère que ça va s'améliorer. Que ce soit en Italie ou ailleurs. On n'est pas vraiment aidé financièrement de la part de l'État. Et niveau com, c'est pas fifou. C'est ce que nous dit le geek. C'est vrai que moi, j'ai pas eu l'impression. Ça vient d'être annoncé. Alors, ça vient d'être annoncé apparemment le lockdown. Toute l'Italie en lock. Il y a eu une annonce là. Non. Si. Désolé, tu dois prendre ça en live. Mais non, mais c'est pas possible. Ouais. Vraiment? Non. Vous me faites la mauvaise blague là. Ouais, tu devras Bon, ne parlons pas du coronavirus. Non, okay? non, on n'est pas là. Non. On est là pour parler des femmes, justement. Donc, en tant que médiateur scientifique, ça pourrait être mieux. J'avoue, les régions financent au minimum, mais c'est compliqué de faire évoluer. Ouais. Et Rems, je ne sais pas comment on prononce ça, était médiateur où, si je peux demander, quel type de médiateur? Il fait une chaîne de vulgarisation sur YouTube. Ah, ok. Sur l'espace. Avec sa chaîne 1. En fait, sa chaîne, c'est 1 point d'interrogation. Mais je sais pas si ça dit quelque chose. Est-ce que tu rencontres aussi le public ou seulement vulgarisation en ligne? Ah, il est aussi médiateur au pôle des étoiles de Nancy. Voilà, parce que moi, je pense qu'un qui fait seulement vidéo, je pense que ce serait mieux de dire qu'un vulgarisateur plus qu'un médiateur. Moi, je pense, et comme moi, d'autres personnes, que les médiateurs, c'est vraiment quelqu'un qui rencontre physiquement le public. Mais après, moi, je fais pas de la médiation avec mon projet, là. Alors, donc après, du moment que c'est très interactif, c'est vrai que ça se rapproche beaucoup. D'accord. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, si c'est seulement un exposé, sans trop de retour du public, après c'est des définitions, tu sais. C'est des définitions, ça suffit de ouais, bien sûr. Et tout, mais c'est vrai que normalement, quand on dit médiateur, on dit plutôt quelqu'un effectivement qui rencontre le public. Qui est au contact physique. Après, moi, là, c'est vrai que les gens ont toujours des définitions un peu différentes et ça sert pas vraiment à quelque chose d'avoir des définitions claires. Enfin, moi, je trouve que englober tout ça dans communication scientifique et ça va, quoi, tu vois. Enfin. Oui, je suis d'accord, mais parfois, tu sais qu'il y a, quand on dit la com scientifique,
Parfois, ça veut dire la communication institutionnelle. Ah ouais? Oui. D'accord. Oui, bon, Seulement. écoute, il y a un article Ok. qui vient de sortir sur Écosciences de Grenoble qui parle d'une formation que j'ai faite à l'université de Grenoble il y a quelques semaines. Et justement, on parle de tout ça, de toutes ces définitions-là. Donc, demain, je sais qu'ils feront la com, justement, demain, sur cet article. Donc, si vous me suivez, vous allez voir sortir cet article où on parle de ça. Ok, bah justement, n'hésitez pas à suivre Annalisa Plaitano sur ses réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. Il y a Sur au Noir qui nous confirme la restriction de circulation. Je suis semblant de ne pas voir. Hein. Et Collective Conscience qui met sur la table, on va dire, le débat sur la définition, la différence entre vulgarisateur et médiateur. Une différence qui a toujours été un peu floue. Je pense que c'est pas ce soir qu'on va réussir à définir ça. C'est un long débat. Bon, bah c'est bien parce qu'on a eu une session questions où on a quand même pas mal échangé et sur des sujets un petit peu différents. Je trouvais que c'était très intéressant. N'hésitez pas encore si vous avez quelques questions. Je pense qu'on va pas non plus trop tarder. On va profiter de ce format un peu court pour changer un peu la donne. Et puis en fait, je dis court, mais on est bientôt à 2 heures de live, donc en fait c'est parfait. Ça fait exactement ce que je voulais, donc c'est nickel. Et je trouve que ça a été aussi très intéressant d'avoir pu pouvoir, ça c'est joli comme phrase, d'avoir pu discuter et échanger après sur tout et n'importe quoi. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que ouais, on va se quitter vers 22h15 à peu près, donc encore quelques minutes. J'aime bien faire à des heures pile, mais tout dépend du nombre de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il y a toujours Samuel qui dessine, je pense, sur le multi-Twitch. Mais moi, j'ai pas vu des dessins. Bah justement, si tu veux aller voir le dessin, il faut cliquer sur le chat sur ton autre ordi. Tu peux aller voir éventuellement sur le lien du multi-Twitch vers... Multi-Twitch, c'est où? J'avoue que les différences restent floues. Merci bien, en tout cas, c'était super. Merci Rémi. Merci vraiment. Merci Rémi. Ça fait plaisir. Alors, oui, Tania pense presque intéressant comme moi, sur le sujet. On a échangé pas mal. Je pense qu'avec Tania, nous sommes assez en ligne sur ça. Tu l'as déjà rencontrée d'ailleurs, Tania? Tania? Ouais. Wow, oui, tout le temps. Oui, très souvent. Oui, très souvent. Je l'apprécie beaucoup. Et justement, l'année dernière, on avait fait à la Cité des Sciences une journée d'échange de savoir vidéaste médiateur. Ouais. Non? Et elle avait, justement, pour la double casquette, elle avait fait la conclusion. Et dans ce qu'elle avait dit, je m'y retrouvais beaucoup. Donc, elle a une vision assez proche de la mienne. D'ailleurs, moi, j'ai fait une vidéo où j'interviewe plusieurs vulgarisateurs et médiateurs, dont elle, qui va bientôt sortir. Ah, ok, super. On va pouvoir voir où la vidéo, du coup? Sur un site qui va à l'Auberger, mais je ne vais pas encore dire lequel, mais c'est une vidéo un peu longue de 20 minutes. C'est pas du tout format YouTube. Si, ça sera sur YouTube. Mais Auberger par un site. Okay. Mais c'est pas du tout les trucs rapides, amusants avec les trucs drôles. Non, c'est une interview. Et Collective Conscience était là. D'ailleurs, je ne sais pas qui parle au nom de Collective Conscience, vu qu'en théorie... Je pense que c'est Théo, à mon avis. Ok. Mais je ne suis pas sûr, il confirmera sur le chat. Et donc, pour les dessins, pour les voir... il faut cliquer sur le lien, là. Moi, je suis en train de charger ma page. Sur le lien dans le chat. Oui, je vois le lien. Voilà, moi aussi, je vois. C'est... voilà, c'est... Effectivement, c'est un sous-bois, comme dirait notre ami, qui c'est qui disait ça, le geek sur le chat. D'ailleurs, en parlant de Samuel, est-ce que tu veux nous rejoindre en vocal éventuellement, Samuel, si tu nous entends, si tu es encore ici, parmi nous? Salut. Salut, j'ai hâte de voir tes dessins, mais là, techniquement, j'en vois seulement un avec les arbres. Ouais. Il y en a qu'un seul, en fait. C'est vrai, il y en a qu'un seul, mais il est très beau. Il est très beau. Voilà, donc que j'ai fait pendant la présentation. Donc j'ai essayé de dessiner un cerveau. Voilà. Non, je savais
En fait, à un moment, je voulais intégrer l'idée d'avoir un cerveau quelque part dans le dessin, mais j'ai pas. Finalement, ça a pas donné. Ça a pas pris forme. Ça a pas pris forme. Ah, je sais pas, mais il est beau. Ouais. Ça change un peu. Hein. D'habitude, il fait souvent enfin, une créature, enfin, il y a quelque chose de vivant. Ouais, je veux dire, les arbres, c'est vivant. Mais... Mais cet arbre-là, quand même, tu l'as dessiné en t'inspirant de ce que j'ai dit. Donc, vraiment, ça te vient de là ou ça n'a rien à voir? J'avais une idée, j'avais une idée initialement. Attends, tu peux te. Il y a un problème de. Oui. Il y a un problème d'écho. Est-ce que tu peux te couper? Te couper et te découper. Enfin, te muter, te démuter. Ouais, là c'est ouais. Non, c'est pas mieux. Attends, je vais peut-être me muter de mon côté. On a un petit problème d'écho. On en avait eu un une fois aussi. Je vais voir si je peux pas me muter de mon côté. Je vais pas rester avec ma curiosité. Je voulais savoir pour les dessins. Ouais, non, mais je pense que ça va là en fait. On t'entend plus, Robin. Non, moi je n'entends plus. Je n'entends plus Robin non plus. Là, je parle, mais il y a toujours cet écho bizarre. Oui, là on t'entend. Ah. Les arbres sont vivants, dit le geek. Ouais, c'est des arbres vivants. Ouais, tous les arbres sont vivants en fait. En tout cas, t'as pu voir le dessin? Moi? Oui. Ouais. Okay. Oui, j'ai dit, il est très beau. J'aurais bien voulu savoir s'il y avait un rapport avec ce que j'ai dit. Excuse-moi Samuel, je t'ai coupé, du coup tu disais. Il y a un petit bruit de fond, mais je pense que ça ira. Oui, pardon. Oui, alors initialement, j'avais prévu d'essayer d'intégrer un cerveau quelque part, de faire une sorte de métaphore entre les connexions neuronales et la forêt, mais j'ai pas eu le temps de creuser vraiment l'idée. En fait. Il y a un artiste italien qui s'appelle Matteo Farinella, qui, si je ne me trompe pas, il était d'abord un chercheur en neurosciences et après il s'est reconverti en dessin scientifique, qui a fait un livre sur les neurones qui effectivement sont représentés en arbre. Donc l'idée était bonne. Merci. Ah bah, comme quoi. Tout est lié. Bon bah ok, c'est super, merci pour ce dessin Samuel. Et est-ce que tu as une question Samuel pour Annalisa? Non, pas de question. Bah, au final, vous avez quand même répondu à beaucoup de. Enfin, vous avez beaucoup élaboré sur le sujet suite à la conférence. Ouais. Et non, pas de question. C'était très intéressant. Je trouve ça très instructif et je trouve ça bien de rappeler un petit peu effectivement. Vis-à-vis donc de la place des femmes dans la science et dans notre société, de rappeler un peu d'où on vient quelque part, parce qu'effectivement c'est une époque pas si lointaine où effectivement c'était très très compliqué et il y a encore probablement du chemin à faire, mais je pense que peut-être beaucoup de gens oublient que on vient de loin quand même. Ouais, ok. Donc, là, je trouve que ok. Merci pour ton commentaire. Désolé de te couper un peu rapidement. Et c'est parce que le bruit de fond s'intensifie. On est en train de te perdre. Ouais, on va s'arrêter là, Annalisa, si ça te. Ah, oui. Ça s'est calmé d'un coup là. C'est au moment où il s'est mute. Si ça te va pour toi, parce qu'il n'y a plus trop de questions et on a bien parlé, c'était cool. En tout cas, merci pour cette soirée encore. C'était très enrichissant. Je rejoins les propos de Samuel à propos du contenu qui était vraiment très intéressant et qui nous permet de voir un petit peu un cas assez exceptionnel d'une femme qui a réussi à se distinguer dans une société qui n'était pas très accueillante pour elle. La société s'est un petit peu améliorée depuis, mais il y a encore beaucoup de changements et de choses à améliorer évidemment. Et en tout cas, avant qu'on se quitte, je te laisse le mot de la fin, Annalisa, si tu veux dire quelque chose.
À part te remercier de m'avoir donné cette occasion et de remercier les personnes qui m'ont écouté, ça m'a fait plaisir que vous soyez là. Et donc, non, de continuer comme ça, de continuer à faire des émissions de ce type-là qui sont fortes et que je pense sont appréciées. Ok, merci beaucoup pour ton retour. Je vais rester un peu avec le chat pour débriefer sur l'émission. Et je te dis bonne soirée et merci encore. Et peut-être à très bientôt sur les réseaux. Nuit. Ouais, bonne ciao, nuit, ciao. salut. Prends soin de toi. Ciao. Bonne chance. Merci. Salut.